Alors, vidéo T003E. Aujourd'hui, nous allons parler de Hasselblad EL d'une manière générale, une manière particulière entre le 500 EL ELX, voilà, et le 553 ELX. ELX aussi, oui, il est ELX aussi, voilà, 553 ELX. Voilà, donc on va se mettre dans la même configuration, pouf pouf, voilà, tac tac. Alors, on va ouvrir ça, et voilà. Donc, ce sont des boîtiers totalement semblables. Moi, c'est qu'on peut se demander pourquoi j'en ai acheté deux. Donc, ce que je vais dire sur le 500EL, 500ELX est valable aussi pour le 500CM au problème de moteur près. Parce que le 500EL, ELX, le 500, qu'il soit EL ou ELX, ou CCM, au moteur près, c'est la même chose dedans. C'est le même mode de fonctionnement, ce sont les mêmes accessoires, ce sont les mêmes possibilités, les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Voilà. Simplement, lui, il a un moteur pour faire vroom vroom. Ça fait du bruit, c'est vrai, mais sincèrement, un 500CM, ça claque tout pareil au déclenchement. Ça, vous l'aurez tout le temps. Par contre, ça, vous ne l'aurez pas. Mais par contre, vous aurez un bruit de manivelle aussi. Voilà. Donc, ça n'est pas, Hasselblad n'est pas discret. Voilà. Donc, ce sont des boîtiers qui utilisent exclusivement les objectifs à obturateurs centraux. Donc, il faut un obturateur central par objectif, et donc quasiment que les objectifs Hasselblad. Ceci n'est pas réellement gênant dans la mesure où on va trouver tous les objectifs Hasselblad. Les objectifs Hasselblad, d'une manière générale, sont bien. C'est bien d'avoir des objectifs bien, mais peut-être qu'on veut aussi des objectifs différents. Voilà. Donc, du coup, c'est vous qui voyez, choses comme ça. Bien sûr, ils prennent tous les accessoires et ainsi de suite. Il n'y a pas de... Alors, il y a quelques incompatibilités avec des vieux dos Polaroid ou des conneries comme ça, dont on n'a que foutre. La différence se situe entre le ELM, entre les... La différence donc se situe au niveau de l'aliment. Alors, spécifiquement entre le ELX et le 553 et 555 va se situer, comme je vous l'avais dit dans la présentation générale, par la présence d'un accumulateur. Voilà. Donc l'accumulateur est d'une dimension devenue obsolète, mais on trouve sur eBay des accessoires qui permettent de ou mettre une pile de 9 volts ou mettre une pile, des piles AA ou des choses comme ça. Donc pour moi, ce n'est plus un frein à l'achat du Bousin. Bien sûr, si vous avez un boîtier qui vous est vendu avec un accumulateur, il faut qu'il soit vendu avec le chargeur. Alors le chargeur est un peu spécifique parce que il utilise une prise DIN, et se branche et l'accumulateur se recharge dans le boîtier. Voilà. Donc quand il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais avec le dernier Sony machin, ou le Nikon Z6, il faut recharger l'accumulateur dans le boîtier », déjà dans les années 50 à 2000, on rechargeait les accus dans les boîtiers. Voilà, donc on branche ça sur la prise DIN. Il faut se mettre en position lock. Là, on a un sélecteur LOT, lock, operating et time pour la pause en 2 temps. Et donc, il faut se mettre en position lock pour que le chargement ait lieu. Parce que c'est un chargeur, c'est pas une alimentation externe. Donc on ne peut pas s'en servir pour photographier ou espérer une cadence
supérieur ou ainsi de suite. Je vérifie que ça défile, oui ça défile, ouais, d'accord. Bon, que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Quand vous allez regarder sur eBay, vous allez voir au niveau du déclencheur, et ça va être à la fin du spécifique EL par rapport au CCM, le déclencheur est spécifique, voilà, c'est le déclencheur qu'ils ont fait pour la NASA pour aller sur la Lune, et qu'ils ont ressorti dans les années 80 à l'occasion d'un truc commémoratif, et puis ils se sont mis à en vendre, donc ils se sont dit, bah tiens, on va les faire, on va les mettre en série. En fait, le boîtier, même ce boîtier-là, a deux prises déclencheurs, sur lesquelles on peut brancher des déclencheurs souples spécifiques de la marque, hein. Donc c'est pas du déclencheur standard. Et en fait, le déclencheur, lui, il se démonte tout simplement parce que normalement, il y avait un petit bouton chromé qui était là, et puis il y avait la prise en haut pour pouvoir mettre le déclencheur souple. Et ils ont mis cette prise-là à la place. Donc il faut faire attention quand on la remet. Voilà, ils ont mis cette prise-là à la place pour faire l'affaire. Voilà, là on a fini spécifiquement tout ce qu'il y a à dire de vraiment intéressant sur le EL. Maintenant, ce qui est général aux deux boîtiers. Donc, la grosse différence entre CCM et EL, ELM, donc la modification, c'est la possibilité de changer le dépoli. Les versions C et EL nécessitaient un retour en atelier pour changer le dépoli. Là, ils ont mis à l'intérieur deux petits loquets qui permettent d'enlever le dépoli facilement. Le dépoli qui se met sur les C et les EL n'est pas exactement le dépoli qui est inclus dans le cadre. Donc ne vous dites pas, tiens, je vais prendre un dépoli qui est inclus dans le cadre, je vais virer le cadre et le mettre à la place, en lieu et place. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Autre chose intéressante sur ces boîtiers-là, qui est ce rail qu'il y a sur le côté. Voilà. Ici, on a un petit rail chromé qui est un rail porte-accessoires, sur lequel on va pouvoir mettre différents accessoires, et notamment la référence 43117, qui est le niveau à bulles. Et donc, ça se glisse dessus, ça se clipse, et du coup, vous avez un niveau à bulles que vous pouvez voir d'en haut. Et ça, c'est très très pratique. C'est très très pratique quand on fait de la visée avec le viseur standard, parce que ça vous permet de caler votre horizon ou votre horizontalité pour éviter d'avoir des photos qui partent en biais. Voilà. Alors, c'est facile à mettre, c'est un peu plus compliqué à enlever. Voilà, si c'est bon, ça vient. Alors, c'est d'autant plus indispensable que, vous savez, je vous vendais ce petit niveau à bulles là. Et donc, pour utiliser ce petit niveau à bulles là, eh bien, il faut pouvoir le mettre sur une prise, sur une griffe porte-flash. Donc, Monsieur Hasselblad a pensé à tout et il nous a fait une griffe porte-flash qui va se glisser sur le bousin. Voilà. Hop, on est content, on est merveilleux. Et cette griffe porte-flash tourne. Ah oui, mais si elle tourne, comment je suis sûr qu'elle est bien indexée? Bah, c'est un peu là le problème. Voilà, c'est-à-dire que du coup, oui, on va pouvoir mettre le niveau à bulles. On va pouvoir mettre le niveau à bulles. Voilà, on va pouvoir mettre le niveau à bulles. Mais comme il peut tourner, alors on peut dire, ah oui, mais au contraire, mon coco, là tu peux incliner d'un certain degré, tu cales la bulle et puis tu as ta visée et tout comme ça. Oui, pourquoi pas. Enfin bref. Voilà, comme ils vendent comme la griffe porte-flash se vend à peu près le prix du niveau à bulles, vaut mieux s'acheter directement un niveau à bulles plutôt que d'avoir deux trucs à trimballer. Voilà, enfin vous faites comme vous voulez. Mais la griffe porte-flash, bah, grosso modo, à part pour mettre effectivement un calculateur de flash ou un truc comme ça, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, moi pour l'instant, je ne m'en suis pas encore servi.
Alors, c'est encore plus une boule de puant. C'est encore plus une boule de puant enlevée, mais enfin bon, voilà, ça glisse dessus. Alors, dans la série, vous allez me dire, oui, mais... oui, pourquoi pas, t'es gentil coco, mais si je veux mettre un flash et un niveau à bulle et des choses comme ça, comment je peux faire? Je dis, bah, très simplement, monsieur Hazelblad a pensé à tout, faut pas s'inquiéter, hein, il y a des ingénieurs là-bas, ils pensent pour toi. Et donc, je cherche, voilà, voilà, donc, voilà. Donc, prenons une configuration standard. Voilà, donc tu as le viseur haut, tu as un boîtier, tu as un objectif. Alors, oui, si c'est bon. Tu as un objectif avec son pare-soleil. Et Monsieur Hazelblad a fait un gentil petit accessoire qui répond au doux nom de Attach for Flash Holder, qui est la référence 40258, qui est censé se monter au bout du truc. Alors je ne vais pas le monter parce que mon pare-soleil est en très bon état et j'ai pas envie de le bousiller, mais c'est censé se monter au bout du pare-soleil, et puis on abat le levier et du coup tu as mis ton truc au bout du pare-soleil. Voilà. Bon. Ça a dû être dessiné par un stagiaire, c'est totalement inutilisable, c'est sans intérêt, et voilà. Bon, ça c'est dit. Donc ce sont les accessoires les plus communs, les plus courants que l'on peut trouver, que l'on peut vous vendre, choses comme ça. Alors il y a aussi les poignées de mise au point rapide. Alors je vous en parle même pas parce que c'est des saloperies en plastique, ça casse, c'est encombrant à ranger, c'est de la merde. Donc il faut laisser tomber ça, ça sert à rien. Alors, une autre chose qui est intéressante chez Hazelblad, c'est la gestion des filtres. Donc, les objectifs, il y a plusieurs diamètres de filtres, bien sûr. Il y a une quantité phénoménale de diamètres de filtres. Il y a B50, B60, B70, B104. B c'est pour baïonnette, hein. B c'est pour baïonnette. Et puis il y a le 93 et le 63 qui sont des montures lisses. J'en ai parlé dans les filtres de ça. Bien sûr, les baïonnettes B de chez Hazelblad sont incompatibles avec les baïonnettes B de chez Rolleiflex. Il ne faut pas rêver, c'est pas les mêmes. La B50 et la B57 de chez Zeiss, par exemple, par contre, c'est la même. C'est-à-dire qu'il semble que il semble, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, on peut monter sur un Hazelblad en monture B50 un filtre fait pour monture B57 de Zeiss Ikon, Icarex, Contaflex et des choses comme ça. Voilà. Bien sûr, Monsieur Hazelblad et surtout Monsieur Zeiss, non mais ça doit être fabriqué par Hazelblad, je crois. Oui, c'est fabriqué par Hazelblad, font des bagues adaptatrices. Voilà. Font des bagues adaptatrices. Donc par exemple, là j'ai une splendide bague, donc ça c'est assez intéressant, B50, B60. Donc du coup, sur mon objectif là qui est un B50, parce que c'est un compur C, je vais pouvoir monter la bague. Alors il faut que je la monte dans le bon sens, il y a une flèche, voilà. Monter la bague qui va me permettre d'utiliser maintenant des objectifs et des bouchons en B60. Voilà, et donc du coup là comme c'est le 120 macro, c'est le S-planar, et ben je peux l'utiliser éventuellement avec le pare-soleil très cher qui fait les focales de 100 à 250. Donc du coup, j'avais acheté ça en me disant ouais super, un seul pare-soleil pour 3 objectifs, je suis super content. Et puis en fait le pare-soleil c'est une version moderne en plastique. Donc si je mets ça dans un sac photo, il est écrasé et explosé au premier voyage. Donc voilà. Parce que
c'est bien connu, tu peux mettre un truc qui plie comme ça. Enfin, de temps en temps, il y a des gens qui font des photos en extérieur avec leur appareil photo et du coup, ça, c'est un peu con. C'est un peu con. Bon, on va pas épiloguer sur l'intelligence du service marketing et des ingénieurs et des économistes qui prennent les décisions. Pendant qu'on était dans les piles, j'aurais pu vous montrer, donc c'était sur celui que je viens de poser, et donc la différence entre, je reviens sur mon 553 parce que je ne vous l'ai pas montré, et donc le 553 et comme le 555, on utilise eux des piles standards, des piles AA. Donc ils ont refait le porte-pile, et on met des piles standards et on n'est plus emmerdé avec les accumulateurs à charger, et choses comme ça. Alors ce sont des piles qu'on trouve partout, qui ne sont pas très chères, et on peut même se poser l'intérêt de l'utilité d'utiliser des accumulateurs pour pour un tel boîtier. Je dis ça parce que, à la différence d'un boîtier numérique, c'est que ces boîtiers-là ne consomment pas des masses, ne consomment pas beaucoup. Donc quand vous mettez un jeu de piles, vous en avez quand même pour très longtemps. Et donc du coup, ça vaut pas le coup de s'exciter, à se dire « Oh là là, je peux mettre 2 accus, il faut que je mette 2 accus, et qu'est-ce que je fais si je tombe en rate de pile » ou des choses comme ça. D'abord, on ne tombe jamais en rate de pile parce qu'on est prévoyant et qu'on ne prend pas un appareil photo s'il n'y a pas les piles et si on n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Ensuite, je vous rappelle que vous êtes en photo argentique, hein, donc à chaque fois que vous appuyez, gling gling, ça coûte. Hein, et donc, suivant que vous faites vous-même votre labo ou que vous le faites sous-traiter, ça coûte différemment, mais ça coûte quand même. Voilà. Donc on ne fait pas des rafales de ouf, on ne fait pas rafales de fou avec ça, et ainsi de suite. Donc voilà, alors il y a un point que l'on n'a pas abordé, et que je vais peut-être, non je vais pas, que je vais aborder tout de suite. Pourquoi s'attacher particulièrement au boîtier 200 pourquoi quand je suis revenu à Hasselblad, enfin pas quand je suis revenu à Hasselblad, quand l'idée m'est venue d'en acheter un, parce que j'ai un copain de sortie photo qui s'est acheté un SWC, moi j'en avais entendu pique-pendre, et puis finalement ce qui me faisait ne pas l'acheter, le fait que ça fasse du bruit et ainsi de suite, finalement c'était pas si gênant que ça, et donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais m'en acheter un, et puis voilà, puisque je trouvais ça sympa, et puis donc du coup j'ai fait chauffer la carte bleue un peu outre mesure, et donc je me suis retrouvé à acheter tout ça. Alors, je voulais un 203, je voulais un obturateur focal de toute façon, pour pouvoir utiliser des objectifs sans obturateur central, et donc des objectifs de marque tierce. Voilà, donc ça c'était indispensable, et donc c'est pour ça que j'ai acheté le 203. Pourquoi après j'ai pris spécifiquement un boîtier EL et non pas un boîtier 500 cm? C'était moins cher, les boîtiers, comme je vous l'ai expliqué, les boîtiers EL sont moins chers, et puis je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui est la longueur des miroirs sur les boîtiers, Hasselblad. Parce que certains boîtiers, notamment les boîtiers 500C, 500cm, et choses comme ça, ont ce qu'on appelle le miroir court. Et d'autres boîtiers, comme la série 2000, la série 200, le 501CM, le 503CW, ont ce qu'on appelle le miroir long. Voilà. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est ce que je suis en train de vérifier. Le 553 et le 500 ELX doivent l'avoir aussi. Voilà.
Donc pour vous montrer un ordre d'idée, ça c'est un boîtier avec un miroir court. Donc, je vais essayer de le faire briller, ça va pas être évident. Alors, surtout c'est que je suis revenu à l'objectif zoom, donc voilà. Donc alors oui, et alors il met l'écran à l'envers, voilà. Alors j'essaye de cadrer mon bazar. Et donc le miroir, déjà si je l'ouvrais, on verrait peut-être plus facilement. Voilà, le miroir en fait il s'arrête à la pointe du doigt, vous voyez la jonction, truc comme ça, il s'arrête à la pointe du doigt. Donc il s'arrête à peu près, donc si je vous mets en face et si je regarde, il s'arrête à peu près au tiers de au quart, enfin il s'arrête quand même vachement proche, voilà, ça y est, il a fait la mise au point. Donc il s'arrête, voilà, donc là on est en perspective correcte, voilà. Donc le miroir s'arrête un peu au-delà de la moitié de la baïonnette. Si on prend ce boîtier-là et qu'on se met dans les mêmes conditions, on va s'apercevoir que le miroir descend quand même beaucoup plus bas. Voilà. Il descend quand même beaucoup plus bas. Alors il y a du jeu, il y a la baïonnette, là il y a l'objectif qui me fait chier. Voilà, donc il y a le... Mais le miroir descend beaucoup plus bas. Et il n'y a pas grand-chose d'écart. Il y a entre un miroir court et un miroir long, ça se joue à peut-être... alors attendez, excusez-moi, ça se joue à 4 mm. Ça se joue à 4 mm. Mais ça change la vie avec les focales au-delà de 150 mm. Voilà. Parce que, alors ceci est dû à quoi? Ceci est dû au fait que l'ingénieur il n'avait pas bien une possibilité. Soit il faisait une cinématique simple, et donc ça a donné lieu au miroir court, soit il faisait une cinématique du miroir complexe, qui, comme son nom l'indique, va coûter cher. Et ça, ils n'ont pas pu le faire tout de suite. Voilà, parce qu'en fait, ils vendent des appareils photo très chers, mais ils n'ont pas forcément des quantités d'argent à faire dans les recherches et développements et choses comme ça. Et en fait, ce sont des entreprises relativement pauvres. D'autant plus que si on regarde par exemple Leica, ils dépensent leur pognon dans l'immobilier au lieu de le dépenser dans recherche et développement. Voilà, ça c'est dit. Donc du coup, les miroirs longs ne sont apparus qu'avec le 2000 FC dans les années 80. Voilà. Et parce que pour déplacer le miroir, soit vous faites une articulation toute bête, clac clac, et dans ce cas-là vous êtes limité sur la longueur du miroir, soit vous faites un miroir que vous allez déplacer et pivoter, donc il va monter d'abord et pivoter derrière, parce qu'il faut contourner la lentille arrière et ainsi de suite. Tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup de place dans la cage réflexe, et le gars il a fait ce qu'il a pu, mais grosso modo, c'est pas... et donc, ce qui fait que quand le miroir est court et que la focale est longue, le haut de l'image, vous ne le voyez pas. Voilà. Alors, quand vous êtes à pleine ouverture, vous voyez vaguement quelque chose avec un 250 mm. Dès que vous faites un test de profondeur de champ ou un truc comme ça, ça vous enlève un demi centimètre de longueur. Et là, je reviens par vers vous, et là, on est sur le 203, et là on a un miroir long, et il vient jusqu'en bas de la fenêtre réflexe. Voilà. Alors ça c'est un truc, on vous en parle pas souvent. D'abord, je veux dire, est-ce que tu as le choix? Est-ce que tu as le choix, mon gars? Oui, tu as le choix. Tu as le choix entre un boîtier
à déjà 700 à 1000 euros boîtier nu, ou un boîtier qui va être à 1500 ou 2000 euros boîtier nu. Voilà, on parle de ce niveau-là de chiffre d'affaires. Si vous recherchez un 503 CW, alors il faut faire attention parce qu'il y a le 503 CX, il y a le 503 CW. Et le 503, il y en a un qui a un miroir court et l'autre qui a un miroir long. Voilà, donc c'est comme ça. Alors les miroirs longs, ils sont relativement faciles à reconnaître parce que, et alors c'est ça qui est bien, c'est que sur aucun des appareils que je vous ai montré, mais sur le 500 CM, vous avez la découpe de la fenêtre autour de la baïonnette. Donc là, il y a la baïonnette qui est comme ça, et puis vous avez la découpe du passage de la lumière. Et ceux qui ont le miroir long, ils ont une découpe comme ça. Voilà. Sur les 500 CM. Sur ceux de la série 500 CM, pas sur ceux de la série EL, mais ceux sur, voilà, parce que ils ont eu besoin de cette découpe-là pour pouvoir monter pour pouvoir assembler le miroir dans le boîtier. Donc, si vous avez un doute, vous allez vous faites des recherches déjà, et puis vous cliquez pas sur n'importe quoi pour l'acheter, et puis vous allez regarder sur eBay, trouver d'autres modèles identiques, et vérifier qu'il y a bien ça, et que ce qu'on vous propose a bien ça. Alors, est-ce que l'on peut survivre à un miroir court? Oui, bien sûr, on peut survivre avec un miroir court. D'autant plus que si on n'utilise que des focales courtes, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. D'autant plus que c'est votre boîtier, c'est pas le mien. Mais si vous voulez faire de la macro, si vous voulez faire du portrait, choses comme ça, le portrait, vous prenez 150 mm avec une bague à longe pour vous rapprocher un peu et pour faire un portrait un peu serré, vous avez déjà le problème. Voilà. Je relis mes notes pour voir si j'ai rien oublié, et non, je pense que je n'ai rien oublié. Donc ceci va conclure la vidéo sur les boîtiers CCM. Alors CCM, alors que si vous en cherchez un, donc les modèles à miroir long, donc il y a le 501 CM. Le 501C n'a pas de miroir long. Le 503, donc je vous ai dit, CW a le miroir long et que n'a pas le miroir, que n'a pas le 503 CX. Après, il y a toute la série de 100. Je serais tenté de dire que, bon, prendre quand même un boîtier modifié M, non, pour avoir les dépolis interchangeables, ça me semble quand même pas mal. Parce que le dépoli standard de Hasselblad est vraiment une plaie. D'abord, c'est un dépoli, il n'y a aucun stigmomètre, aucun truc comme ça. Il n'y a pas de quadrillage, il n'y a rien. Moi, je trouve que c'est une plaie, et voilà, quoi. Donc, du coup, après, pour les dos, c'est vous qui voyez. Moi, si vous tombez sur un dos à 24, vous faites remarquer au vendeur que c'est un dos à 24 et puis vous essayez de négocier une chute de prix parce que c'est pas un dos à 12. Moi, je mets du film 120 dans mon dos à 24 et j'ai aucun souci. Les accessoires, les babioles, les trucs comme ça, c'est beaucoup après les avoir achetés qu'on s'aperçoit que ça sert à rien. Un qui est bien aussi, c'est le niveau à bulles, c'est celui-là qui est pas mal. Voilà. Les viseurs prismes et choses comme ça, c'est gros, c'est lourd, c'est encombrant. Vaut mieux quitte à en avoir qu'un, vaut mieux avoir la loupe rigide que je vous ai présentée, c'est-à-dire celle-là, voilà. Celle-là. Alors, prenez une version standard parce que si vous n'avez pas prévu d'acheter de boîtier
de boîtier série 200, la version à double trait bleu est quand même beaucoup plus chère, parce que c'est beaucoup plus rare. Hein. Tout ce qui est rare est cher, mon cher ami. Voilà. Sur ce, je regarde mon chrono, oui, soyez éco hein, pour essayer, comprendre, optimiser. Faites des photos. Au revoir.